Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, pas de palette. Aujourd'hui, on va se plonger dans la data comme on l'avait fait il y a quelques mois maintenant avec Ismaël Afoud. Salut Ismaël. Salut à tous. Alors Ismaël, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente qui est disponible sur YouTube où on parlait scouting et on évoquait ton modèle statistique que j'utilise pour les vidéos et pour d'autres choses aussi. Moi je suis statisticien de formation et je suis fan de foot. Et j'ai cherché depuis, je sais pas, ça doit être depuis 2020, quelque chose Mhm. comme ça. À l'époque c'était avec Julien Asunsao, Ouais. qui était le ponte de ça en France, hein, qui avait vraiment toutes les connaissances, etc. Qui m'avait pas mal aidé. Comme moi j'étais vraiment dans la recherche d'affiner les modèles statistiques pour essayer d'en faire des choses les plus pertinentes possibles. Et le gros obstacle que j'avais, et moi j'ai des vidéos sur YouTube de moi où je me gourre complètement à cause de ça, c'est comment faire passer les statistiques d'un joueur à un autre championnat. C'est vraiment le truc le plus compliqué. Et donc je me suis pris la tête avec ça euh, en défi personnel un peu. Et on commence à avoir des résultats plutôt pas mal. Ouais, bah c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est la grande question à chaque fois. C'est pour ça que c'est le titre du chat et peut-être ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. Qui aurait pu prédire que le joueur X, en passant d'un championnat Y au championnat Z, comment est-ce qu'on peut prédire quelle sera sa performance en fait dans son nouveau championnat, dans son nouvel environnement. On a souvent, quand on regarde des sorties, quand on regarde des graphiques, plein de choses sur le plan statistique, on a souvent des joueurs qui sont présentés et comparés alors qu'ils évoluent dans des championnats différents. On peut voir passer des radars superposés les uns les autres, avec un joueur qui joue en Ligue 1 face à un joueur qui est dans le championnat belge, ou en Autriche, ou en Suisse. Et ça, forcément, Ismaël, ça rend assez vain, on va dire, la comparaison. C'est ça, ouais. Genre, comparer les radars bruts, c'est vraiment, j'allais dire un piège à con, mais c'est peut-être un peu fort. Mais tout le monde en a parlé pendant des années. Il y a la taxe Bundesliga, la taxe Eredivisie, ce genre de choses. Ça nous rappelle que se baser sur les stats dans un championnat et comparer un joueur dans un championnat plus défensif ou d'un meilleur niveau, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait plus faire maintenant, quoi. Mm. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, vous avez vu dans les précédentes vidéos les fiches qu'on utilise, avec la note du joueur, son radar, et le dernier, on va dire, la dernière visualisation qui permet de le situer par rapport à la concurrence dans son championnat. Et donc là, on va vous montrer des exemples de visualisation où on projette les joueurs dans d'autres championnats et où on vérifie ce qui se passe ensuite entre la projection qu'on avait faite l'été dernier du joueur dans son nouveau championnat et le résultat réel du joueur dans son nouveau championnat. C'est ça, Ismaël? Ouais, bah ça va être l'exercice du jour, montrer quelques exemples marquants de ce mercato d'été Ouais. qui fonctionne plutôt bien. Alors finalement, ce qui était compliqué, plus que trouver des exemples qui fonctionnent bien, c'est des exemples de mouvements d'entre championnats un peu soit inhabituels, soit vraiment marqués, quoi, pour qu'on ait des contextes bien différents. Et tu veux commencer par qui? Parce qu'on a une petite liste. Ouais, donc je viens commencer avec Zirkzee, qui est un cas assez intéressant, puisqu'il y avait une grosse hype sur son arrivée à Manchester United. Quand il était à Bologne, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur cette saison où il avait enfin marqué dans un gros championnat, on va dire. Et Mhm. il y avait la réussite collective de Bologne qui faisait que forcément ça tapait dans l'œil. Si je dis pas de bêtises, le transfert, ça doit être quelque chose comme 45 millions d'euros. Bah, je vais te montrer ça. Ouais, 42,5 millions d'euros, ouais, le 14 C'est juillet ça. 2024. Et déjà transféré pour 28 millions entre le Bayern et Bologne, pour le coup. Ouais, ouais, parce que Aussi. en fait, ça a toujours été un jeune très coté. Ouais. Euh, au... C'est marrant parce que je crois qu'à Anderlecht, ça se passe pas mal, mais il a des problèmes de comportement, si je dis pas de bêtises. Mhm. Mais voilà, genre à Bologne, voilà, il confirme dans un grand championnat, donc tout de suite, la machine s'emballe. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu regardes dans le modèle, il y a non seulement une cohérence entre Bologne et Manchester United, mais il y a même une cohérence avec les saisons d'avant. En fait, c'est un joueur qui a des qualités, qui est un neuf grand, qui est capable de participer dans le jeu, donc c'est un profil qui fait envie. Mais c'est peut-être pas le neuf élite que Manchester United attendait. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit, là, on va voir trois fiches d'affilée de Zirkzee.
sa fiche à la fin de sa saison à Bologne et où il se situait. Ensuite, on va voir la deuxième fiche, ça va être, on a pris ses statistiques à Bologne sur la saison 23-24, on les projette à Manchester United et on voit ce que ça donne. En gros, le prédictif. Et à la fin, troisième fiche, on va comparer ce prédictif-là avec la vraie fiche de Zirkzee à Manchester United pour voir ce que ça donne, le résultat final. Alors évidemment, ce qu'il faudra regarder au niveau des fiches, ça sera la partie droite, puisque c'est la partie droite qui va bouger. Je vous montre ça donc tout de suite. Hop. Donc, là, vous avez Zirkzee à Bologne. Donc, saison 2023-2024. Il était vu comme un titulaire, on va dire, moyen, passable. Adéquat, c'est passable, je crois, l'équivalent. Ouais, c'est passable. C'est ça, en première ligue. Vous voyez donc son radar à droite, et vous voyez où il se situerait par rapport à la concurrence en Italie. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième donc étape, on prend ces statistiques de Zirkzee en 2023-2024 et on les projette à Manchester United. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà la projection. Comment est-ce qu'on imaginait le radar de Zirkzee à Manchester United ? Évidemment, ce que vous voyez au milieu là ne bouge pas, parce que l'évaluation ne change pas en changeant de championnat. Ismaël, l'évaluation reste la même d'un championnat à un autre. C'est tout le principe justement de cet outil-là. Ouais. Mais regardez où est-ce que ça met Zirkzee par exemple par rapport à la première ligue. Bon, déjà, ça le met mieux que Højlund, qui est pas une réussite non plus pour Manchester United. Et regardez le radar. Et donc, regardez ce qui s'est passé réellement pour Zirkzee sur la saison 2024-2025 à Manchester United. Et c'était même un peu moins bien, au final, que ce qui était annoncé. Mais oui, effectivement, c'est encore moins bien que... Enfin, moins bien, c'est dans les eaux prévues, quoi. C'est pas incroyable. Ouais. Deuxième exemple de prédiction, donc... Après Zirkzee de Bologne à Manchester United, place à un joueur, parce que là on a fait un transfert d'un grand championnat à un autre, et on peut se dire parfois, Ismaël, que les grands championnats aussi se ressemblent peut-être en termes d'écart. Là, on va aller un transfert de la D2 allemande à la première division suisse. Pour vous expliquer, le joueur c'est Hugo van der Merch. Donc Hugo van der Merch, le voilà. Ça c'était sa fiche en D2 allemande. La saison dernière, donc il était à Elversberg, saison 2023-2024. Donc voilà la fiche de Van der Merch à ce moment-là. Vous voyez en bas à droite où il se situait par rapport à la concurrence. Vous voyez son radar. Et maintenant, donc, il est passé de la D2 allemande à la première division suisse en signant à Saint-Gall. Et du coup, je vous offre la projection de ces stats-là. Qu'est-ce que Van der Merch devait donner en passant de la D2 allemande à la D1 suisse ? Donc voilà ce que le modèle prédisait en termes de projection. Vous voyez qu'il le prédisait, on va dire, Ismaël, en milieu de tableau, top 40, top 50% à peu près, je pense, à son poste, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, dans ces eaux-là, top. On est à peu près dans ces eaux-là. Et vous pouvez retenir la forme de son radar. Donc ça, c'était la projection de ses performances par le modèle à l'été, au moment de son transfert, donc... en fin d'été, puisqu'il a été transféré vraiment en toute fin de mercato. Et voilà donc le résultat réel. Van der Merch en Suisse avec Saint-Gall, qu'est-ce que ça a donné ? Voilà. On peut difficilement faire plus pixel, je pense, Ismaël, en termes de... pour ce tableau-là par rapport à la concurrence, où là, on est vraiment à quelques pixels près, mais il est vraiment dans la même zone, quoi. Ouais, là, c'est un exemple où ça marche bien. Van der Merch aime la data. Ouais, et la data l'aime bien, du coup. C'est ça. Et c'est vrai que, et même pour la forme de son radar, on est sur quelque chose aussi qui se colle assez bien au final, qui se rapproche pas mal. Ouais, sur cet exemple-là, ça marche bien. On évoquera peut-être plus tard les joueurs où, dans leur évolution de carrière, du coup, il peut y avoir des demandes des coachs différentes et du coup, le radar évolue. Absolument. Mais bon, là c'est un exemple où finalement le rôle il est assez similaire de ce qu'on lui demande dans les deux clubs et du coup ça colle bien. Et donc maintenant la transition est toute trouvée puisque tu évoquais des joueurs qui ont pu voir leur radar changer mais la prédiction en termes de niveau restait la même puisqu'il y a des joueurs qui en changeant de club vont changer aussi de contexte collectif et c'est le cas par exemple de Serge-Philippe Royao. Là encore on a fait Van der Merch qui était en D2 allemande, là on va faire Serge-Philippe Royao qui est passé de D2 française du côté de Rodez
pour rejoindre le Rapid de Vienne en Autriche. Donc ça, c'était l'affiche de Serge-Philippe Royao à la fin de sa saison à Rodez. Donc vous voyez qu'il était évalué comme un bon titulaire potentiel en Championship. Vous voyez où il se situait à droite au niveau des autres défenseurs centraux de deuxième division française, donc à la fin de la saison 2023-2024. Et voilà ce que donnait sa projection au Rapid de Vienne avec son niveau estimé et son nouveau radar. Et Ismaël, on voit notamment que quand on est un joueur top tiers, on va dire, en Ligue 2 française, ça peut être intéressant de partir dans un championnat comme la D1 autrichienne, parce que en termes de visibilité, si on est top ou pas loin du top en D2 française, on peut être vite top dans un championnat comme celui-là. Ouais, par exemple, ça, moi, je sais que c'est un résultat qui était contre-intuitif pour moi pendant longtemps, quand il fallait faire des statistiques sur le sujet. Je crois même qu'il y a pas mal d'indicateurs de niveau de championnat qui ne seraient pas forcément d'accord avec ça. Dire qu'il y a l'équivalence entre Ligue 2 et d'autres championnats qui se fait en fait dans le sens que la Ligue 2 sera un championnat où il est plus difficile de stater, même si peut-être que les équipes, si on les mettait collectivement face à une équipe d'Autriche, elles auraient du mal à gagner. Mais finalement, c'est deux choses différentes en fait. Il y a le niveau des équipes et il y a la difficulté à réaliser des statistiques. Dans le cas de Royao, il y a vraiment le côté, il passe d'un contexte d'une équipe qui joue de la transition où lui doit porter le ballon il va passer à une équipe en Autriche avec beaucoup de possession et qui est dominateur dans le jeu. Ouais, une équipe qui domine dans le jeu, donc un changement de contexte qui va entraîner un changement de son radar, voilà, comme vous le voyez ici, la bascule d'une saison à l'autre. Mais en revanche, en termes de prédiction du niveau de Royao, vous voyez là encore qu'on n'est pas loin du pixel, puisque si vous regardez où il se situe par rapport à la concurrence avec son radar de 23-24 et le réel ici en 24-25, là encore, on est sur un joueur dont on pouvait deviner que sur son année avec Rodez, s'il allait en Autriche, avec notre modèle, le modèle nous dit en Autriche ça devrait bien se passer. Et en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé cette saison, même si, comme tu le disais, en termes de style de jeu, ça a changé. Et pour le coup, pour avoir vu certains de ses matchs, il lui est demandé de beaucoup moins porter la balle. Il va être beaucoup plus dans les passes progressives, le jeu vers l'avant, et beaucoup plus aussi concentré sur les tâches défensives. Comme vous le voyez, il perd très peu de duels, et il s'est amélioré aussi, parce qu'il y a aussi une progression un peu du joueur dans certains aspects. Vous voyez notamment au niveau des duels aériens, qu'il a amélioré son résultat global. Donc voilà pour Royao, où la prédiction, là encore, rejoint la réalité. Il y a une question dans le chat qui est intéressante de dire, c'est contre-intuitif de se dire que les championnats avec le meilleur niveau équipe, c'est forcément plus dur de stater. Ouais, en fait, il y a le côté contre-intuitif de se dire que des fois, il y a des championnats où les équipes sont performantes, mais pour autant, ça te donne des contextes collectifs peut-être plus simples, où le jeu il est plus ouvert, et ça permet où le rythme est plus élevé. Et alors ça veut dire qu'il y a un biais aussi sur le fait qu'il faut que le joueur soit capable de suivre ce rythme-là, mais ça va lui permettre de produire de meilleures stats. Alors que finalement, on pouvait avoir l'impression que son radar était plus petit dans un championnat où il y a moins de rythme, mais c'était pas de sa faute à lui. Maintenant, Ismaël, je te propose d'aller voir un résultat intra-championnat en termes de prédiction. Alors c'est du petit détail, ça va plus une question de niveau du joueur. C'est Luke McCowan, si tu te souviens. Alors Luke McCowan, si vous ne le connaissez pas, c'est un petit joueur qui jouait à Dundee sur la saison 2023-2024. Je vous montre sa fiche ici. Donc quand il était à Dundee, vous voyez qu'il était très bien évalué par le modèle, qu'il le voyait comme un titulaire correct pour la Première Ligue, ou passable pour la Première Ligue. Et surtout donc à Dundee, vous voyez en bas à droite qu'il ressortait comme un des meilleurs joueurs au milieu de terrain de première division écossaise. Et il sortait derrière Matt O'Reilly, Ismaël, qui a rejoint évidemment Brighton. Voilà, même Brighton, bien entendu. Il y a des petits problèmes de blessures qui ont ralenti sa saison, mais je crois que ça marche pas mal. Ouais, il a rejoint Brighton pendant l'été. Et donc, McCowan, en fait, tout simplement, en tant que troisième meilleur joueur au milieu de terrain, il a été appelé pour rejoindre le Celtic Glasgow. Et donc, l'été dernier, si on fait sa projection sur l'année d'après au Celtic Glasgow, voilà ce que ça donne
la prédiction de Luke McCowan. Donc vous voyez là, il est juste derrière les meilleurs joueurs. Et en fait, en signant au Celtic Glasgow, donc en passant de Dundee et en le projetant au Celtic Glasgow, voilà ce que ça donne. Ça nous annonce que McCowan doit être normalement le meilleur milieu de terrain du championnat, selon le modèle. Voilà, en passant de Dundee au Celtic Glasgow. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui s'est passé IRL? Eh bien, McCowan, c'est le meilleur. Vous voyez, le spoiler est évident, hein, je vous dis, à qui aurait pu prédire? Nous, en l'occurrence. Voilà, encore un exemple, Ismaël, avec McCowan, où même pour des transferts intra-championnat, on a aussi des différences entre les équipes et donc des projections et des évaluations qui sont différentes si on envoie un joueur, genre de Marseille à Lyon ou plutôt de Saint-Etienne à Nice, par exemple, pour imaginer un cas avec un possible transfert de l'une à l'autre. Ouais. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est plus... qui est réalisé peut-être par plus de personnes. Mais oui, oui, nous, ça marche bien, ça marche très bien dans le modèle en général, les transferts au sein du même championnat en prenant en compte les différences entre les deux équipes. Autre exemple qu'on peut prendre, Ismaël, c'est Zurico Davitashvili, qui passe de la Ligue 2 à la Ligue 1, vers les Girondins de Bordeaux. Si t'as un truc à dire. Ah bah tiens, J'allais dire merci à Saint-Etienne d'avoir payé les Girondins. Mais en fait, ça va juste finir dans les poches de Lopez, donc je sais pas si... ouais. Ah, t'as une question, le temps que j'aille chercher, t'as une question de Biggie Ben qui demande est-ce que c'est possible d'être bon ou très bon joueur sans faire beaucoup de stats? Ah, ça me paraît difficile. Après, ouais, non, ça me paraît difficile. Dans un rôle pur, je pense qu'il doit y avoir des joueurs très bons défensivement, où ça se verra pas forcément bien avec les statistiques auxquelles on a accès, qui sont des événements en général proches du ballon. Ouais. Mais déjà pour les postes offensifs, j'y crois pas trop. Je pense que dans les postes offensifs, ça ressortira d'une façon. Même si ce que fait le joueur de très pertinent, c'est sans le ballon, ça se verra. Je sais pas, par exemple, si c'est grâce à ses appels qu'il est très pertinent, ça se verra dans les situations de tir qu'il se procure, par exemple. Je pense. Inversé par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a des joueurs qu'on. Mais du coup, je pense que même visuellement, les gens peut-être les surcotent. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs qu'on trouve meilleurs qu'ils sont parce qu'ils jouent beaucoup d'événements par match, alors qu'en fait, c'est plus leur rôle qui amène à ça que franchement leur qualité individuelle. Genre, du coup, ça a tendance à amplifier le nombre de passes progressives que tu vas faire. Mais si tu joues 150 ballons par match, est-ce que finalement c'est pas facile de faire. Enfin, facile. Ouais, mais c'est là où le fait de faire la proportion plutôt que la valeur absolue, le nombre absolu de passes progressives peut entrer en ligne de compte. Quand tu prends la proportion, Ouais. par exemple, des passes progressives de Boskagli, pour envoyer à la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, c'est là qu'il éclate tout le monde en fait. Parce que il y a, je sais plus ce que c'était une passe sur 5 de Boskagli qui est une passe dans le dernier tiers. Quand tu compares à d'autres défenseurs, on est à une passe sur 10, voire une passe sur 12 pour les autres défenseurs marseillais. Donc voilà un exemple. Mais pour parler, donc revenir à un exemple terrain, un exemple Ligue 2, Ligue 1, c'est Zurico Davitashvili, Ouais. passé donc de Saint-Etienne à Bordeaux l'été dernier. Je vous présente l'affiche de Davitashvili quand il était à Bordeaux, donc fin de saison 2023-2024. Voilà où il se situait. Et surtout, l'important, c'est toujours le radar à droite, avec la comparaison avec les autres joueurs à son poste en Ligue 2. Voilà où il se situait, donc assez loin quand même derrière Gauthier, Irving Cardona évidemment qui est revenu à Saint-Étienne après, Amin Zbaï qui est parti je crois dans le golf, je sais plus où est-ce qu'il a signé, et Larose qui joue du côté d'Annecy. Et donc la projection de Davitashvili quand il a signé à Saint-Etienne, voilà ce qu'on estimait comme évolution donc pour Davitashvili en Ligue 1 à Saint-Etienne. Où est-ce qu'il se situait? Voilà la projection de Davitashvili à Saint-Etienne sur la saison 24-25. On imaginait ça à partir de ses statistiques 2023-2024. Donc comme vous le voyez, un joueur quand même assez loin du top et plus proche même du bottom. C'est l'eau tiers, on va dire. Là, on est dans le 25-33% à peu près. C'est ça. Mais un joueur qui garde une qualité forte de dribbleur. Oui, absolument. Si on garde le radar, le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1, ça fait que il allait perdre pas mal de choses, mais il allait garder quand même son point fort au niveau du dribble et de la capacité quand même à un petit peu de tenir le ballon, le garder, progresser avec. Voilà ce qu'on imaginait.
Et voilà la réalité pour Davitashvili. Voilà ce que ça donne. Un petit peu mieux sur la partie des tirs et la partie NPXG. Mais sinon, ça reste assez correct. C'était presque un peu trop optimiste sur les dribbles, au final. C'est un petit peu moins bien, mais il reste au-dessus de la moyenne quand même. Et dans la capacité aussi à garder la balle. Voilà la comparaison. Et surtout la comparaison en bas, en termes de niveau par rapport à la concurrence. Bah, on a un Davitashvili, on n'est pas loin du pixel, là encore, Ismaël. Ouais, il se retrouve dans la zone qu'on attendait. Donc, et puis même, je pense que c'est on va dire le joueur, j'allais dire joueur frisson, mais c'est peut-être exagéré, mais en tout cas le joueur un peu sympa dont les joueurs parlent dans une équipe qui joue le maintien, mais pas Mm. plus non plus. Il y a personne qui dit ce que fait Davitashvili, il doit aller signer dans un plus gros club ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde est Oui, en mode, ouais, il fait sa petite saison sympa, il est à sa sympathique. place. Voilà. Voilà. Il est à sa place. Oui, et d'ailleurs, on notera que on a aussi des résultats où c'était plutôt cohérent avec son évolution précédente quand il était en Géorgie et en Russie, même s'il y a un petit creux quand il arrive en Russie. Ouais, pour vous montrer, donc là vous avez le petit creux en Russie à 19 ans, mais c'est vrai qu'après on a une évolution voilà, assez linéaire, même s'il y a un petit haut-bas, mais si on fait une tendance, on a une évolution assez linéaire, et c'est vrai que de manière classique, maintenant qu'on a quelques années de recul, quelques saisons de recul, un joueur, Ismaël, va progresser de manière assez justement linéaire, selon le modèle, entre ses débuts et jusqu'à ses 23-24 ans, c'est ça? Ouais, en gros, en moyenne, les joueurs évoluent, dans le modèle en tout cas, hein, c'est pas une règle absolue, mais en moyenne, ils vont progresser jusqu'à leurs 23 ans. Mhm. Le modèle, tu dis linéaire, mais en tant que statisticien, je tiens à dire Pardon, que ouais. Vas-y, rectifie. c'est plutôt logarithmique, bien sûr, hein, pour ceux qui font, pour les nerds du chat. Mais oui, oui, la progression, ça va être plutôt qu'on pense. Et typiquement, ce qu'on s'aperçoit quand on regarde des cas, c'est que des fois, on va voir des joueurs qui vont avoir des gros trous statistiques pendant une ou deux années. Et quand on regarde, par exemple, sur Transfermarkt, ce qui s'est passé, ben, on va voir que bah, y a eu une grosse blessure. En fait, les carrières des joueurs sont hachées par les blessures. Et ça fait que, en moyenne, après 23 ans, les joueurs vont tendance à plus perdre du niveau au fur et à mesure des blessures qu'autre chose. Allez, j'en ai un autre, Ismaël, Ouais. pour aller voir. Là, on a fait de la Ligue 2, Ligue 1, on a fait des petits championnats. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est retourner au niveau des gros championnats, des stars. Enfin, des stars, c'est pas non plus un joueur hyper connu. C'est un joueur qui marche plutôt bien cette année. C'est Yankuba Minte qui a signé à Brighton l'été dernier en provenance de Feyenoord. Et donc, Minte, voilà sa fiche à l'époque de l'Eredivisie, l'époque de Feyenoord. Vous voyez son radar. Radar assez exceptionnel, hein. Je pense que des radars comme ça, on n'en croise pas tout le temps, Ismaël. Ah non, si, il y avait. Mince. En tout cas, s'il y en avait plus souvent, le football serait beau. Ouais, c'est ça. Et donc Minte, comme vous le voyez, évidemment, il était un des meilleurs joueurs à son poste, milieu offensif du côté de l'Eredivisie. Et parce qu'on parle souvent de taxe Eredivisie, et comme tu le disais, parfois le modèle n'est pas non plus toujours pessimiste quand il doit envoyer un joueur de la première, enfin un joueur de l'Eredivisie à un autre championnat. L'adaptation peut se passer plutôt bien, et même la prédiction peut se passer plutôt bien. Et c'est un petit peu le cas, puisque là, je vais la montrer, je te laisse commenter après, pour la prédiction de Minte. Voilà ce qu'on imaginait de Minte à Brighton l'été dernier. Ouais, bah, en même temps, on va dire que Minte, l'avantage qu'il a, c'est qu'il saturait le modèle, son radar. Mm. Donc, même avec la texture redivisée, on voit qu'il y avait pas mal de caractéristiques. On l'imaginait toujours être proche du top 10%, même en première ligue. Donc, C'est ça. mais c'est ça où c'est difficile de prendre en compte cette différence entre le bon, le très bon joueur de redivisé pour voir. Enfin, il faut vraiment que ce soit des statistiques au-delà d'un certain seuil pour que. Oui, c'était le Minté qui intéressait l'OL d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, faut que ce soit au-delà d'un certain seuil pour que ce soit derrière pertinent en première ligue. Voilà. Et là, Donc ça, bon, c'est... Brighton ne s'est pas trompé, hein. Ouais, Brighton ne s'est pas trompé, puisque le résultat réel, c'est celui-là. Et vous voyez où se situe Minte en bas, là. Le petit trait, il est là. Et où est-ce que le modèle le situait avant qu'il aille à Brighton? C'était là, on n'était pas loin, hein, là encore. Et même le radar, finalement, est pas si mal, mais il est plus
passeur. Vous voyez les XA et la création par la passe. Il est plus passeur que finisseur. C'est ça la diff en fait. Et là, Ismaël, on en revient peut-être à ce qui lui est demandé à Brighton par rapport à ce qu'il pouvait faire du côté de Feyenoord. Ouais, alors j'ai pas assez regardé Brighton cette saison pour en être sûr, mais je pense qu'il y a le côté où ils demandent à leurs ailiers d'aller faire les centres en retrait là, et ça c'est des bonnes Ouais. sources d'Ixa. Oui, c'est sûr. Donc il y a moyen que ce soit comme ça que Minté il est surperformé de ce qu'on attendait. Allez, encore un petit exemple. Godwin Koyalipou, passé cet hiver du CSKA Sofia à Lens. Donc je vais vous montrer, j'en avais parlé dans une vidéo, je vous l'avais présenté et on s'était dit, je crois que Ismaël était d'accord, que pour 2 millions d'euros, c'était une petite affaire à faire, hein, parce que ça faisait quelques années que le modèle l'aimait bien et que le modèle imaginait au moins qu'il méritait sa chance en Ligue 1. Maintenant, après, ça pouvait être son plafond. Donc voilà l'affiche de Koyalipou à l'époque de ses derniers matchs en Bulgarie. Donc vous voyez qu'il était vu comme le meilleur attaquant du championnat bulgare. On avait vraiment un radar, Ismaël, de pur buteur. Hein. Quant à nombre de tirs, nombre de buts, les NPXG, et finalement, pas grand-chose d'autre qui ressort. On est vraiment sur un pur finisseur, là, du côté de Sofia. Ouais, avec quand même d'autres stats qui sont à peu près au niveau de la médiane, donc Ouais. pas un plot complètement sur le reste, mais voilà, genre Oui. effectivement, un 9 finisseur qui va juste s'associer, il faut pas attendre plus. Ouais. Et voilà où on l'imaginait en se projetant du côté de Lens. Et vous voyez notamment que Koyalipou se posait comme un candidat pour être un titulaire du côté de Lens, puisque en comparaison avec ses nouveaux partenaires, vous avez Sotoka ici et Enzola qui sont un peu en dessous. Donc Koyalipou, on l'imaginait dans cette zone-là, là, à droite, pas tout à fait au contact du top tiers, on va dire, mais au-dessus de la moyenne, on va dire, du côté de l'Artois. Et finalement, en réalité, et vous voyez aussi le radar qui faisait un radar aussi de buteurs, mais avec moins de dribble, moins de création par la passe notamment, moins de XA. Et finalement, il y a eu une petite évolution à ce niveau-là au niveau du style, mais là encore, on a l'adaptation du joueur peut-être au nouvel environnement, au nouveau championnat, il demande peut-être des choses différentes. Donc le radar, il a un petit peu changé. On a quand même le côté buteur qui ressort, mais c'est moins prononcé sur les trois stats, tir, NPXG et but marqué. Et vous avez quand même, par contre un modèle, un résultat qui est meilleur pour tout ce qui est création, participation au jeu. Et du coup, vous avez un Koyalipou qui est un peu mieux évalué que sa projection au final ici. Donc ça se passe un petit peu mieux, même si, pour rejoindre ce que tu disais Ismaël, ses dernières apparitions et surtout son dernier match face à Brest y est, je pense, pour beaucoup. Ouais, ça l'a boosté. Et je pense que sur ce qui est des XA et de la participation au jeu, il a aussi joué des matchs pas en pointe, si je dis pas de bêtises. Il Oui, a aussi joué oui. des matchs. Alors, pas forcément où il a incroyablement brillé, mais bon, forcément, ça fait qu'il a pu plus toucher le ballon et jouer plus en retrait. Donc, ça explique peut-être aussi un peu la déformation qu'on a du radar. Et le dernier joueur que je voulais vous montrer, c'était un petit retour en arrière et une petite fin 100% bordelaise. Puisque on a évoqué les cas de joueurs transférés de D2 française ou D2 allemande vers des petits championnats. On a évoqué des transferts d'Eredivisie à la Première Ligue avec Minté. On a évoqué aussi Zirkzee, donc de la Serie A jusqu'à la Première Ligue. Et là, je vais vous montrer un tout petit championnat vers la Ligue 2. C'est le transfert de Jan Vipotnik de Maribor au Girondins de Bordeaux. Donc ça, c'était encore l'été précédent. Donc ça va être les stats de Vipotnik sur la saison 2022-2023 à Maribor. Puis ensuite, la projection de ces statistiques-là dans le Bordeaux de 2e division en 2023-2024. Et on terminera avec les stats réelles de Vipotnik en 2023-2024 pour compléter tout ça. Et vous verrez que là aussi, le modèle s'était pas trop trompé, Ismaël. Est-ce que tu as des grands souvenirs de Vipotnik du côté des Girondins de Bordeaux? Il n'a pas été catastrophique. Après, je trouve Non. qu'on l'a acheté un peu cher par rapport aux besoins qu'on avait. Et il a pas... Enfin, c'était pas un joueur capable de porter à lui tout seul les Girondins en Ligue 2, quoi. C'est un peu plus son prix en Ligue 2. Parce que c'était quoi? C'était 5 millions, un truc comme ça? Je sais plus. Non, c'était moins. Je crois quand même que c'était moins. Mais justement,
ce que tu dis était intéressant. Et donc ça, il s'agit de l'affiche de Jan Vipotnik, saison 2022-2023 du côté de Maribor. Donc comme vous le voyez, il dominait largement son championnat, c'était le meilleur attaquant. Il n'y a pas Étienne Begré d'ailleurs qui apparaît, je crois qu'il jouait pas trop non plus à l'époque. Le radar qui montre quand même un buteur, hein, qui peut garder la balle aussi. On projette maintenant ces statistiques de 2022-2023 au Girondins de Bordeaux. Vous voyez le 22-23 ajusté, projeté au Girondins de Bordeaux. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà la zone où il devait se situer. Et Ismaël, en effet, avec les statistiques, comme tu le disais, on aurait pu prédire que Vipotnik n'allait certainement pas porter l'attaque des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Ouais, même si j'ai été sévère sur le prix, qui finalement était que de 2,7 millions d'euros, mais effectivement, genre, c'était pas l'attaquant qui allait permettre de passer le cap supplémentaire pour la montée. Et donc, ça, c'est la projection, et ça, c'est la réalité sur la saison 23-24 de Vipotnik. Voilà, en termes de radar, on est dans les mêmes eaux, globalement. Un peu moins encore moins de pressing en plus, d'ailleurs. Un peu plus de XA, encore moins de pressing. Ouais. Et ensuite, en termes de position aussi par rapport à la concurrence. Alors, il a une mesure de l'impact plus élevée qu'imaginé. Par contre, le radar reste globalement le même. Ouais, un peu plus de XA, mais ça passe par plus de pertes de balles, donc finalement, il y a une distribution logique entre les deux. Ben, on va s'arrêter là, du coup, pour ce petit stream. Il y a eu plein d'exemples. Il y en a quelques-uns qui iront en ligne, peut-être pas tous. À moins qu'on fasse Mbappé, mais je pense que Mbappé, entre le PSG et le Real Madrid, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Même si ça peut être rigolo. C'est rigolo, je pense. Ça peut être rigolo. Allez, Mbappé. Je vais chercher Mbappé. Et donc, Kylian Mbappé, pour terminer, ça, c'était sa fiche du côté du Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, bah, il était vu comme une star mondiale, évidemment. Pas dans sa meilleure saison, une petite baisse. Vous voyez que si on prend... c'est quelqu'un qui a toujours été meilleur à la finition. En tout cas, la finition lui a permis d'aller plus haut en termes d'évaluation parce que bah, il mettait plus que ses XG en général. Retenez la forme du radar. Évidemment, c'était un des meilleurs attaquants du championnat. Et si on le projetait donc en Liga, saison 24-25, voilà ce que ça donnait. On retrouvait un Mbappé pas au top, mais en dessous de... C'est Ayoze Perez, j'imagine, qui ressort très très bien, que le modèle adore, pour des raisons parfois qu'on ignore, hein, Ismaël, mais il y a des choses qui arrivent comme ça sur la parfois. saison, il plante de fou à Yos Ouais, Perez voilà. par minute. Ouais, donc voilà pourquoi Ayoze Perez se retrouve aussi haut. Mais donc voilà la forme de son radar. On dirait une petite cocotte en papier, je sais pas. Enfin, moi je vois une cocotte en papier, je sais pas si c'est pareil pour vous. Toujours est-il que donc ça c'était sa projection au Real Madrid et ça c'est la réalité. Voilà, cette saison, il est avec les mêmes, il est au top, il est un petit peu mieux qu'annoncé. Vous voyez son radar qui a la même forme. Il y a un peu plus de XA. Il y a un peu plus de NPXG, il y a un peu plus de buts. Mais là encore, Ismaël, dans la projection, alors du PSG au Real, on reste dans deux équipes qui dominent vraiment leur sujet et leur championnat, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse, à moins d'une énorme baisse de niveau. Mais vous avez là encore une prédiction qui était plutôt proche, évidemment, de la réalité derrière. Je te laisse le mot de la fin sur Mbappé et même au-delà. Bon, bah, alors du coup, sur Mbappé, on est sur une projection relativement simple, parce qu'effectivement, entre la Liga et la Ligue 1, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça. Mais bon, on voit que ça fonctionne de façon cohérente, que les stats, globalement, se reproduisent bien d'un championnat à l'autre. On va dire, il y a des... Non, j'allais dire, il y a des homothéties, je suis désolé, mais ça je vais perdre les gens, en fait. Mais enfin voilà, il y a des diminutions de stats en fonction de la difficulté de réaliser certaines actions dans les championnats, mais il y a une cohérence qui se retrouve des performances d'une saison à une autre. Et du coup, sur Kylian Mbappé, bah, le problème c'est que c'est pas compatible avec Vinicius et Bellingham, et si on regarde, eux ils baissent alors qu'ils étaient les meilleurs joueurs du monde la saison dernière. Ah, ouais, du coup, il vient ponctionner la force vitale de Vinicius et Bellingham dans les modèles statistiques. Ça C'est va au ça. profit de Mbappé, au final. Bref, merci Ismaël. De rien, de rien. On va vous laisser là avec ces nombreux exemples. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter soit sur Twitter, soit par mail, soit sur LinkedIn. Tout est dans la description de toute façon si vous voulez chercher à nous contacter pour peut-être
profiter justement de ces outils de projection, travailler avec nous. On est ouvert à tout type de collaboration avec des clubs, des agents ou tout autre acteur du monde du football. Ça peut être média aussi, pourquoi pas. Pour l'été prochain et le mercato, ça peut être sympa d'avoir cet outil-là pour... voilà. Bref, je vous laisse avec ça et je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao.